L'endroit au Canada où le prix du panier d'épicerie a le plus augmenté, c'est la ville de Québec. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Faire son épicerie, ça coûte de plus en plus cher, même s'il y a une étude qui démontre que le prix de la plupart des aliments a diminué. La hausse du coût des protéines ferait monter le prix du panier total. Et l'étude révèle aussi que Québec, c'est la ville canadienne où le prix du panier a le plus augmenté. Les explications de Marika Simard. Ça, c'est le fameux brocoli. Il est énorme. Je vendais ça 9 $ au début de ma saison. Ça venait pas du Québec, évidemment, mais là, j'étais à 4 $ puis il est vraiment gros et beau. Dans un marché comme celui-ci, on vend de tout. De la viande, du poisson, des fruits, des légumes. Bref, c'était l'endroit idéal pour décortiquer les données d'une toute nouvelle étude qui montre que le panier d'épicerie a baissé entre juin et juillet au Canada. Il y a beaucoup de catégories qui sont moins chères. Il y a 30 catégories qui sont moins chères. Sur 50, c'est quand même bien. Les deux grandes surprises, à mon avis, sont les fruits et légumes. Les fruits et légumes sont moins chers généralement. Est-ce que vous le constatez, vous, cette baisse sur le panier d'épicerie, du moins sur les fruits et légumes qui sont frais de saison? Oui, je pourrais dire oui. Okay, qu'est-ce qui est abordable en ce moment? Qu'est-ce qu'on devrait prioriser en ce moment? Les beaux gros brocolis, chou-fleurs sont énormes, sont frais, sont beaux. Céleri aussi, on commence à avoir du beau gros céleri à 4 $ qui vaut très la peine. Dans l'étude, on dit que le brocoli est en baisse de plus de 20 entre le mois de juin et le mois de juillet. Comment on explique que Québec et Montréal sont les endroits qui connaissent la plus forte hausse au pays? Bien, je dois vous rappeler que depuis quelques mois, c'était le contraire. Les augmentations les moins importantes étaient justement au Québec. Mais là, il y a un phénomène de rattrapage. Il y a quand même une augmentation du taux d'inflation alimentaire en raison de quelques sources de protéines, notamment le saumon. Tout le bœuf haché, c'est une situation qui est unique au Québec. Le bœuf haché au Québec est en hausse de 18 en un mois. Pour ce qui est du mois de juillet, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment dû aux vacances de la construction. Moi, j'irais voir la boucherie. Parce que là, il y a beaucoup de produits qui ont augmenté, mais il y a aussi des produits qui ont diminué, notamment le poulet qui a diminué de près de 27 entre juin et juillet. Je vous dirais franchement que si j'étais pas boucher, je ne mangerais pas de la viande tous les jours. Un onglet de bœuf, c'est un morceau qu'on payait aux alentours de 19-20 $. On vient de monter à 27-28 $. Il y a une augmentation folle. En combien de temps? En l'espace de 3 semaines. Oui, vous pouvez me regarder, oui. Là, on va rentrer dans une poissonnerie. Je dirais que le saumon, nous, notre prix est pas mal constant depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Ça n'a pas trop augmenté. C'est sûr que de semaine en semaine, si le prix descend, le prix monte au volume. Mais nous, on essaie de garder un prix fixe s'il n'y a pas une trop grosse augmentation. On a d'autres alternatives. On est rendu qu'on essaye la morue de la Nouvelle-Écosse, qui est des longes un peu moins belles esthétiquement, moins épais, mais beaucoup moins cher. Ce qu'ils offrent se paie, je pense, à mon avis. Et c'est pas beaucoup plus cher qu'ailleurs. C'est vraiment pas beaucoup plus cher. Si je comprends bien, le prix ne vous dérange pas du tout. Vous allez... Ben, c'est pas que ça me dérange pas. Je préférerais qu'on me l'offre. Mais c'est sûr que gratuit, c'est encore meilleur. Mais oui. À Montréal, Marika Simard pour Nouveau Info. On parle de baseball. Les Capitals de Québec connaissent une autre saison spectaculaire et l'équipe est en quête d'un 5e championnat. Mais dans les prochaines semaines, l'organisation va perdre un de ses joueurs favoris. Julien, il s'agit du receveur Ruben Castro qui va quitter l'équipe à la fin de la saison. Exactement. Là, pour le moment, le Portoricain représente son pays au Central Americans Games. Donc, il est absent pour 10 matchs et sera de retour avec les Capitals le 7 août prochain, mais pour quelques semaines seulement, d'ici la fin de la saison. Et ensuite, termine sa carrière. Il est décrit comme un joueur clé pour les Capitals. Il leur a permis de remporter 4 championnats de la Ligue frontière. Son départ va laisser un vide dans la formation qui a d'ailleurs changé beaucoup. L'équipe a changé beaucoup dans l'année. Donc, c'est un défi de remplacer quelqu'un comme Ruben Castro, mais aussi de veiller à renouveler l'équipe championne des Capitals de Québec. Charles Demers, qui est président de l'équipe, lui, espère cependant que l'arrivée des séries pousse ou influence Castro à changer sa décision. Ruben a été énormément important, notamment à la série de 2022, 2023, 2024. Il avait été nommé le joueur par excellence. Dans 2 semaines, normalement, on commence en passant aux séries. Il y a un petit momentum qui revient. Donc, à ce moment-là, le goût de continuer et le goût de poursuivre peut revenir également. Donc, on n'a pas tiré une croix nécessairement sur Ruben Castro, mais on accepte sa réflexion et sa décision qui est prise actuellement. On doit être autour de 18 ou 19 nouveaux joueurs sur 25 joueurs
par rapport à l'année passée. C'est quand même beaucoup. C'est une grosse année de changement. Et là, les capitales sont en voie de fracasser des records d'assistance aussi. Exactement, 182 000 spectateurs, c'est le chiffre à dépasser. Puis là, on vise 188 000 spectateurs. Et ces temps-ci, on se centre un peu sur la sécurité. En fin de semaine dernière, il y a eu un incident, là, il y a eu un malaise de la part d'un visiteur dans les estrades, ce qui pousse l'organisation à revoir son plan et son protocole de sécurité qui est mis en place. Le code rouge, comme qu'on appelle dans un stade, c'est le genre d'affaires qu'on pratique quand même assez régulièrement, puis qu'on a une générale quand même là, qui est toujours organisée, ainsi de suite, mais tant qu'on ne le vit pas réellement, bien, on n'est pas en mesure de voir si on peut pas améliorer des choses. Pour l'instant, on est satisfait. Est-ce qu'il y aura des améliorations? Bien, on va faire un débriefing avec l'équipe en place pour voir. On peut toujours s'améliorer dans tout ce qu'on fait. C'est un petit peu la recette des capitales les dernières années. On tente de faire mieux. Ils sont victimes de leur succès. Merci beaucoup, Juliane. Je t'en prie. Maintenant, à l'Hôtel de Ville de Québec, l'opposition officielle critique la gestion de l'administration Marchand dans le dossier des refoulements d'égouts qui sont survenus lors de la pluie très intense du 3 juillet dernier. La Ville avait affirmé à l'époque que les réseaux d'égouts n'ont pas été conçus pour gérer les événements extrêmes. Il disait aussi que les ressources financières et l'espace disponible restent limités pour réduire les impacts. Pour le chef de l'opposition, c'est une réaction qui est inacceptable. Si les pluies deviennent plus intenses, c'est une raison de plus d'investir dans nos réseaux. Alors ça, c'est important. Se servir du climat comme excuse pour ne pas les entretenir, c'est le contraire de prendre ça au sérieux. Et pour moi, là, il n'est pas question de prendre les citoyens pour des imbéciles. Les pluies diluviennes à Québec, c'est pas nouveau, là. Environnement Canada, et on a fait des recherches, notre bureau de recherche, des documents depuis 1869. C'est le fun de parler de cinéma en plein été. Rédemption, c'est le nouveau film de Luc Picard. Il tient la vedette dedans aux côtés de son fils, Henri. D'ailleurs, le film sort dès demain et on y suit Marcel. C'est un tueur à gages à la retraite qui est forcé de reprendre du service à Montréal. Et bon, il y a une suite d'événements qui vont finir par mettre en danger la vie de sa propre fille à Paris. Voici le reportage de mon collègue Seb Lauzon. Ça fait 20 ans déjà que t'es clean. C'est pour ça que t'es parfait. Je sais ce que je te dois. Comment t'as pris soin de la petite. Comment qu'elle va, la beauté? Va bien. Ça ressemble à quoi, cette histoire-là? Quel est le contexte, le synopsis? C'est un film choral, d'abord, qui suit 8 personnages qui se connaissent pas tout à fait. Il y en a qui se connaissent, il y en a qui vont se connaître. Puis ça commence dans un resto à Montréal, un jour de tempête de neige où il y a un événement pas mal tragique et violent qui va se produire, qui va déclencher une série de réactions en chaîne, qui va influencer puis bouleverser la vie de ces 8 personnages-là. C'est preoccupado. Ça fait longtemps, Benito. J'ai une vie à cette heure. Toi, Alex, le support, ta musique, comment vous en êtes venus à travailler ensemble pour Rédemption? On s'est rencontrés dans un karaoké. Il y a Luc, en fait, mon projet instrumental. Puis j'ai passé, moi aussi, comme Henri, une audition. Là. Je suis allé chez Luc. Il m'a demandé, en fait, si je comprenais le film. Puis je pense que je l'ai assez compris pour qu'il me fasse confiance pour faire la musique. Moi, j'ai trippé au bout à travailler avec Alex. En plus, on avait besoin de... Moi, je voulais vraiment piano, cordes. C'est la seule chose que je savais. Puis aussi, je voulais avoir un thème qui avance. C'est un genre de thème simple que tu peux répéter puis rajouter des couches. Parce que le film a besoin de ça. Il y a vraiment besoin de ce genre de thème très cinématographique. Puis Alex a beaucoup de facilité pour pondre les thèmes de cet ordre-là. Ouais, super collaboration. Tellement belle collaboration. Moi, c'est la première fois que je travaillais aussi pour être vraiment au service d'une œuvre, au service de la vision de Luc, au service de... Donc, c'était vraiment excitant. Je t'aime. Ça va bien, le film? Monsieur Chevalier est arrivé en loge. Il voudrait te voir. Moi, ça. Vous êtes le Québécois. C'est un honneur, Monsieur Chevalier. Appelez-moi Alain, on va jouer ensemble. Quelles sont les ambitions pour cette œuvre-là, de ton côté? Qu'est-ce que tu souhaites que les gens perçoivent aussi de ce film-là? Il semble que mon ambition principale quand je fais un film, en tout cas presque tout le temps, c'est de communiquer une émotion que moi, je ressens, puis que j'aimerais que les gens ressentent. Puis moi, quand je vois des gestes, quand je vois de la solidarité humaine, de la compassion, ça m'émeut, puis ça me réconforte aussi, ça me donne de l'espoir, puis je trouve ça lumineux. Moi, je pense que ça va donner un point de vue positif sur la nature humaine. Même si c'est un film quand même assez dramatique, je trouve qu'il y a une partie très lumineuse qui peut montrer que l'humain peut être fondamentalement bon. J'espère que les gens qui vont voir le film vont sortir avec un peu plus d'espoir que quand tu es rentré dans la salle. On parle souvent de violence gratuite, mais pas assez d'amour gratuit. Ça existe.